Pierre de Saint-Romain est issu d'une famille de 9 enfants. Il y a d'ailleurs l'un de ses frères qui est parti s'installer en Argentine. Vous voyez, il y a des connexions assez fortes avec l'Amérique latine. Il a fait ses études dans les institutions toulousaines, Saint-Stanislas, le Caousou, pour les méridionaux, vous connaîtrez. Et puis en 1912, il intègre le 10e régiment de hussards de Tarbes. Voilà, il passe quelques années pour évidemment faire partie de tous les appelés à la guerre, où il se distingue par des faits d'armes importants, puisqu'il est décoré de la Croix de la valeur militaire et il est décoré de la Légion d'honneur. Il a fait partie, il est allé sur les plus grands théâtres de l'opération, Charleroi, Verdun, enfin, il était, comme toute cette génération-là, extrêmement présent. Et puis je prends quelques raccourcis, parce que vous avez toute sa biographie ainsi que de son équipage dans l'exposition qui vous sera présentée par la suite. Il a commencé à préparer son vol dans les années 1924. Voilà, d'où la genèse du vol, que je peux peut-être vous présenter, parce que le vol, certes, est important. Pardon. Pointez vers l'ordinateur. C'est là. Sinon, je vais changer les. Mais laisse, Bon, voilà le château de Focovo. Non, ça passe pas d'ici. Voilà, lieu où il a passé son enfance. Dans le joli village de Focovo, hop, on va y arriver, ça va bien. Voilà. Vous avez ici une vue de Focovo. Focovo se situe à 20 km de Focovo, dans le sud-est toulousain. Voilà. Et donc, voilà un peu sa biographie dont je vous ai parlé. Et pour imaginer son vol, pour le conceptualiser, il a écrit ce qu'on appelle un acte fondateur. Et dans ses écrits, il explique le dimensionnement qu'il souhaite donner à ce vol. Et son grand objectif, c'était de promouvoir le grand tourisme aérien en Amérique latine. Et pour ce faire, il souhaitait faire escale auprès de 52 villes d'Amérique latine, les 24 républiques d'Amérique latine. Et mettre en place un vol de représentation de la France en Amérique latine, c'est une chose. Ça répond évidemment à une économie moyenne qu'il faut pouvoir être en capacité de mettre en place. Ça veut dire, voilà. Donc on est parti, en fait, depuis 1 an et demi. C'est un vol qui était que très peu connu par les historiens, par les universitaires, et il était référencé pour sa seule traversée. Certes, c'est un très bel exploit, comme tout le monde l'a dit, mais finalement c'est pas ça l'essentiel de son œuvre. C'est tout ce qu'il a mis en place, encore une fois, pour remplir l'objectif qui était le sien, et qui était là, pour le coup, il était totalement précurseur. C'était, encore une fois, développer les liens de fraternité entre la France, l'Europe, l'Amérique latine, autour du tourisme, avec un volet économique, évidemment, qui était particulièrement prégnant. C'est ça qu'on vous propose de découvrir aujourd'hui, grâce à l'exposition qui va vous être présentée, et grâce aux détails qu'on va vous apporter. Alors, ce vol s'inscrit dans une chronologie qui est extrêmement resserrée. Vous voyez, 3 jours après le départ de Ningin-Sérékovie et 15 jours après le vol de Charleville-Mézières. Et dans un contexte extrêmement concurrentiel entre l'Allemagne, les États-Unis, la France était à son apogée, mais on est dans un contexte concurrentiel très important. Alors, un enjeu important aussi, parce que derrière, vous avez... Voilà. Alors, comme je vous le disais, pour préparer un vol comme ça, il y a un certain nombre de prérequis à mettre en place, évidemment. La première d'entre elles, c'est que pour pouvoir survoler les pays d'Amérique latine, il faut en obtenir les accords, les autorisations de survol. Et ça, Pierre de Saint-Romain l'avait bien en tête, évidemment, et c'est ce que j'appelle, moi, le volet diplomatique. Et pour ce faire, il s'est mis en lien assez rapidement avec un comité appelé Comité Paris-Amérique latine, qui a donné son nom à l'avion. Il volait à bord d'un Goliath Farman, un ex-bombardier, et ce comité était l'émanation de tous les pays d'Amérique latine. Et évidemment, s'il s'est mis en lien avec ce comité, c'est pour pouvoir, grâce à eux, négocier
toutes les autorisations de survol, identifier les points de ravitaillement, identifier les pistes, et puis organiser tous les dîners de gala, puisque ce comité est un comité de propagande. Ce comité n'était pas le seul. À côté, il y avait un ensemble de comités dans les arts et lettres, dans la musique, le théâtre. Et l'ensemble de ces comités ont constitué la première maison de l'Amérique latine, créée en 1924, et qui était domiciliée boulevard de Madeleine. Alors ça a été un grand étonnement, un énorme étonnement de constater effectivement qu'une structure appelée Maison d'Amérique latine, constituée émanation de l'ensemble des pays d'Amérique du Sud, voilà, accompagner ce vol et puis l'accompagner de manière extrêmement rapprochée, créant des liens extrêmement forts avec le Brésil en particulier. Pourquoi? Parce que l'un des principaux sponsors était l'ambassadeur brésilien Luis Souza Dantas. Je vous montre ici, vous voyez, les cartes d'archives, les cartes de préparation de ce vol. Alors, il y a plusieurs cartes, dont celle-ci, elle est, je trouve, très émouvante, parce qu'elle est de 22, et ça correspond au centenaire de l'État brésilien. Vous voyez, elle est écrite en portugais. Alors, ça ne veut pas dire qu'il a commencé à préparer ce vol en 22. Ce sont les cartes qui sont émises en 22. Et je vais vous expliquer après la chronologie. Voilà, donc vous avez ici un exemple des cartes qui ont servi. Avec ces objectifs, effectivement, c'était vraiment la promotion du grand tourisme aérien. Et c'est pas pour rien, parce qu'il utilisait évidemment un avion qui constituait les prémices des premières lignes commerciales. Le Goliath Farman, ex-bombardier, avait la capacité d'embarquer en son sein entre 10 et 14 personnes. Et les trois frères Farman, ça je laisserai le soin à Pierre ici, avec l'amitié d'être là, de présenter justement toute cette œuvre absolument phénoménale, présentée par les grands oncles de Pierre, une famille d'entrepreneurs dont on peut bien s'inspirer à ce point de vue. Voilà. Et donc, le volet économique, particulièrement prégnant notamment, c'est la raison pour laquelle les oncles ont prêté cet avion, parce qu'évidemment, le vol serait arrivé, aurait rayonné en Amérique latine, c'était juste effectivement une vitrine absolument extraordinaire. Voilà. Le volet financier, il a été appréhendé de quelle manière? Là aussi, on a un mécène brésilien qui s'appelait le comte da Silva Ramos, domicilié dans le 16e arrondissement parisien, dont on a toute l'affiliation. Et à l'image de ce qui s'est passé, c'est toujours intéressant de repositionner ces vols et d'établir des parallèles, en particulier avec la traversée de l'Atlantique Nord. Sur l'Atlantique Nord, de la même manière, vous aviez un industriel franco-américain qui dotait la traversée d'un prix de 50 000 francs. Ce qui était énorme à l'époque, hein, surtout pour ces aviateurs qui souvent étaient des têtes brûlées, sans dessous. Eh bien, vous aviez la même chose pour la traversée de l'Atlantique Sud. Et c'est ce mécène brésilien qui a été très proactif dans l'organisation de ce vol, qui dotait ce prix de 50 000 francs. Et enfin, un autre élément particulièrement clé, c'est le directeur de cette première maison de l'Amérique latine, Pedro Osorio, lui aussi un Brésilien, qui a été là aussi très actif. Alors, on présente, vous le verrez effectivement dans l'exposition, les statuts de cette association, la date de création, qui émane tout simplement du bulletin officiel de la ville de Paris, créant effectivement la première création de la maison d'Amérique latine d'octobre 1924. Voilà, c'est tout à fait étonnant. Il faut savoir que ce vol a été préparé par cette première structure de la maison d'Amérique latine. Voilà, donc vous avez ici quelques notices sur les écrits de Pierre de Saint-Roman. Et le parcours de Pierre de Saint-Roman. Alors je ferai le lien tout à l'heure avec Pierre-Michel Franville, qui va établir un parallèle entre le parcours de Pierre de Saint-Roman, c'était ambitieux, vous voyez, 52 villes, vous les avez là, il franchissait la cordillère des Andes à 2 reprises. Plusieurs personnes m'ont dit, mais est-ce que l'avion avait la capacité de voler à 4 000 mètres de hauteur? Oui, absolument, Pierre me le précisera tout à l'heure. C'est écrit, et les annotations sont de la main d'ailleurs de Pierre de Saint-Roman. Alors vous avez ici, voilà, quelques photographies, on en a aussi présenté dans l'exposition de la première maison de l'Amérique latine, hein, la date de création, avec, on a tous les collèges, hein, composés d'illustres noms alors, de chaque pays d'Amérique latine,
des ministres représentant chaque ministre, et puis un comité miroir côté français, là aussi composé d'illustres familles françaises, tout ça ayant vocation à faire rayonner et à raffermir les liens entre la France et l'Amérique latine. C'était vraiment un enjeu important. Et avec répondant à une forte attente des pays d'Amérique latine, et en particulier du Brésil. Voilà. Je vous ai à peu près tout dit. Enfin, il y a beaucoup de choses à dire, mais je reste cantonné à mon périmètre, et je vais passer la main à Pierre Farman. Très bien, je vous remercie. J'avais juste une question quand même. Des questions se posent quelquefois les gens. Est-ce que ce projet avait plus quelques autres, ou est-ce qu'il y a eu des relations avec l'aéropostale? Non, c'est très bref, parce qu'après je passe la parole. Oui, alors c'est une bonne question. Je ne veux pas couper le propos à Pierre-Michel Randy, mais je pense que on va y répondre définitivement à l'occasion de la présentation de Pierre-Michel Randy. C'est une autre, évidemment, de nos grandes interrogations. Alors, on a consulté, regardé, questionné. Nous n'avons pas trouvé à ce jour de point de passerelle, effectivement, entre les équipes de Pierre-Georges Latécoère et les équipes constituées par la Maison d'Amérique latine et de Pierre Messonnier. Vous allez voir, c'est tout à fait étonnant ce qu'on met en évidence. Très bien. De ce point de vue. Merci beaucoup.